Le département de Seine-Maritime, lors de sa séance du 14 décembre 2010, a décidé à l'unanimité d'engager une démarche participative de projet de territoire pour le département. Son nom, Seine-Maritime Imaginons 2020. Ses objectifs, construire une vision partagée de la Seine-Maritime, donnant à chaque espace sa place particulière dans la construction du projet. Positionner la Seine-Maritime dans la compétition territoriale, nationale et européenne, en définissant les leviers d'une attractivité renouvelée. Rechercher une cohérence d'ensemble avec les démarches des partenaires. Participer à cette grande aventure collective, c'est imaginer par exemple à quoi ressembleront nos modes de transport, à quelles énergies nous aurons recours ou comment nous concevrons des logements pour tous et respectueux de l'environnement. Dès janvier 2011, le département s'est engagé dans ce grand mouvement de mobilisation et de réflexion. Première étape, 750 agents du département ont répondu au questionnaire relatif à l'avenir de la Seine-Maritime. Deuxième grande étape, pendant 2 mois, entre mai et juin, une concertation grand public a été lancée, donnant la parole cette fois-ci aux habitants sénomarins par le biais d'un questionnaire disponible dans la revue Seine-Maritime Magazine et sur le site dédié seine-maritime2020.net. 8 pages où les habitants ont pu donner leur avis sur 7 thèmes. La consultation a reçu un grand succès populaire. Près de 8000 questionnaires ont été renvoyés, montrant un intérêt majeur pour l'avenir de la Seine-Maritime. Ils ont tous été traités et analysés. Parallèlement, 8 réunions publiques ont été organisées sur tout le territoire, en commençant par Fécamp le 31 mai, puis Croisy-sur-Andelle, Yvetot, Neuchâtel-en-Bray, Le Havre, Dieppe, Lillebonne, pour finir à Rouen le 29 juin. Nous considérons être confrontés à un certain nombre de défis pour les années à venir et nous nous sommes dit, plutôt que de raisonner en vase clos, d'organiser nos politiques publiques et de trouver les solutions tout seuls, nous préférerions le faire avec le plus large éventail possible de sénomarins. Ces rencontres ont permis à chacun, en groupe, d'exprimer leurs préoccupations, leurs envies et leurs idées pour l'avenir de la Seine-Maritime, sous forme de une de journaux qu'ils aimeraient lire en 2020. On a choisi les personnes âgées. On a choisi plusieurs titres. On a choisi l'Union fait la force, les agriculteurs créent le premier hypermarché de vente directe de produits alimentaires bio pour résister à la grande distribution. Plus de 1000 personnes ont participé à ces réunions dans une atmosphère constructive et conviviale. Les lycéens et les étudiants ont occupé également une place particulière dans cette réflexion. Le conseil des collégiens a participé, les jeunes ont répondu à un questionnaire adapté au sein des commissions de leur mandature. Les travaux des étudiants, quant à eux, viennent de débuter. Ils vont réfléchir eux aussi aux grandes orientations prévues pour 2020. Quant au conseil consultatif départemental, il s'est associé également à la réflexion. Le débat va se poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre 2012, avec en octobre un cycle de 4 séminaires réunissant des experts nationaux et locaux, des représentants du monde économique et associatif, ainsi que de l'expression citoyenne. Ces ateliers sont appelés les fabriques de demain. En novembre, une grande réunion de restitution de toutes les propositions réunira les habitants qui ont répondu au questionnaire et ont participé aux réunions publiques. À la fin du premier trimestre 2012, un vote en assemblée plénière permettra de décider des grandes orientations à mettre en œuvre d'ici 2020. On passera alors à la stratégie et au plan d'action. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site seine-maritime2020.net. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici dans cette salle des conférences du Conseil général pour travailler ensemble. Je dis bien travailler parce que je crois que c'est un travail aussi de longue haleine que nous avons commencé, un travail où nous avons associé beaucoup de sénomarins par différentes étapes, dans des réunions territoriales comme vous l'avez vu, les agents du département. Et puis là, maintenant, dans ces moments que nous avons appelés les fabriques de demain, un moment où on va justement commencer à entrer un peu dans le vif du sujet de ce qui va nous permettre d'établir les objectifs les stratégies effectivement que nous allons développer dans le cadre de ce projet de territoire et que nous serons amenés à voter en mars 2012. Alors merci aussi bien évidemment aux intervenants dont je dirais un mot tout à l'heure et le temps qu'ils ont consacré ici à venir travailler avec nous.
travaillé avec nous aussi dans le cadre de cette préparation. Nous aurions pu appeler ces réunions paroles d'experts, mais je crois qu'on se serait trompé. On se serait trompé puisque Fabrique de demain est beaucoup plus explicite dans ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que ce n'est pas des experts très importants que nous avons autour de nous, ça va sans dire, mais ce n'est pas en tant qu'experts qu'ils viennent, mais vraiment ici pour partager. Exactement, je compare un peu ce travail-là à celui des élus qui ont commencé, qui auraient pu effectivement décider ce travail, comme l'a rappelé le président Didier Marie, dans le sein de l'hémicycle, dans des commissions, et puis amener un projet. Non, nous avons voulu aller à la rencontre des Cénomarins. Et là, je crois que c'est important aussi d'avoir cet échange, ces moments d'échange. Et je pense que nous avons tous à y gagner, aussi bien vous dans les rencontres que vous pourrez faire ici, nous, bien évidemment, en tant qu'élus et en charge des responsabilités dans le cadre de la préparation de ce projet de territoire, et je l'espère aussi, nos intervenants qui pourront aussi confronter à la fois leur point de vue entre eux et les discussions avec vous. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui entre Facebook et Pepiboom, qu'elles vivent ensemble en 2020, donc je laisserai le soin à chacun des intervenants d'en dire un mot et de voir comment il décline cette idée-là. Cela peut paraître un peu provocateur, mais il découle aussi, d'une certaine façon, des rencontres que nous avons eues avec les habitants. La question des liens entre générations est une question qui est très souvent intervenue, liée évidemment à la dimension du vieillissement de la population, le baby-boom, mais aussi la question des nouvelles technologies et comment lier ces questions-là, parce que on a vu dans des propositions, vous avez vu comment ça a fonctionné, on faisait faire des unes aux habitants et certains proposaient l'usage des nouvelles technologies comme un lien intergénérationnel, et je crois que c'est ce qui pourra être abordé dans un des deux ateliers. Donc 2 ateliers qui vous seront présentés tout à l'heure. Un mot sur chacun des intervenants pour les remercier. Daniel Reger, professeur de sociologie au Havre, qui travaille beaucoup justement sur ces liens intergénérationnels et qui pourra travailler justement et confronter son point de vue avec Élise Lemercier, elle aussi sociologue, mais à Rouen. Vous voyez, on a réuni nos 2 grandes villes régionales et c'est important, je crois, de le faire. Élise Lemercier, qui était déjà intervenue dans le cadre du Zénith que nous avions fait avec les maires et qui pourra aussi approfondir son travail dans le cadre de la préparation que nous allons faire. Et puis, monsieur Vidal, qui lui travaille sur les nouvelles technologies et l'apporte ces nouvelles technologies dans toutes les questions aussi de solidarité, de lien, d'inégalité territoriale. Et donc, c'est au cœur de nos réflexions. J'avoue, et je vais vous laisser la parole maintenant, parce que je suis très impatient de savoir ce qui va ressortir de ces ateliers. Et donc, maintenant, je laisse la parole aux intervenants, à la fois pour présenter en quelques mots les ateliers qui vont venir. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Vous donnez, juste avant de passer effectivement la parole à nos invités, vous réexpliquer un petit peu le déroulé de ces fabriques. Donc en fait en 3 séquences. Une première séquence dans laquelle nous sommes maintenant, donc en configuration plénière, où nous allons inviter les 3 intervenants à exposer leur point de vue. Donc ça devrait prendre une bonne demi-heure. On les a contraints à faire un exposé dans un temps assez court, pour qu'ensuite, aux alentours de 20h15, enfin d'ici 30 minutes, on puisse se retrouver en atelier, donc avec 2 ateliers. Un atelier autour de la thématique « Comment inventer de nouvelles relations entre les générations ?» et donc assisteront à cet atelier, co-animeront avec moi Élise Lemercier et Daniel Reger. Et puis l'atelier numéro 2, les technologies de l'information et de la communication, levier ou frein pour accéder aux services collectifs de demain, avec Monsieur Vidal et Jacques Carillo, qui est aussi mon confrère consultant qui accompagnons le département dans cette démarche. Donc on ferait signe après la fin de ces interventions pour que on se dirige dans les salles qui sont juste à côté en reprenant le petit escalier, le petit couloir, c'est fléché. Donc on aura une petite heure d'atelier durant lesquelles vous pourrez évidemment réagir aux propos des intervenants. On pourra échanger ensemble avec l'idée, si c'est possible, de pouvoir un peu sortir à l'issue de ces ateliers avec peut-être les 2-3 grands enjeux ou objectifs liés à cette thématique et qui serait important de prendre en compte dans le cadre de la réflexion sur le projet de territoire.
À la fin de cette heure d'atelier, on se retrouvera à nouveau donc pour la 3e séquence ici dans cette même salle, afin là de vous faire un petit débriefing très rapide de ce qui est ressorti de chaque atelier, vraiment 5 minutes à peine sur chaque atelier, et puis pour qu'à nouveau on puisse avoir là un temps d'échange, mais un temps de croisement aussi entre justement ce qui sera ressorti de chaque atelier. Voilà, et on essayera de clore la réunion à 21h par rapport aussi aux engagements et aux contraintes des uns et des autres. Je ne suis pas plus long. Je vais tout de suite passer la parole donc à Daniel Reger en premier, donc qui est professeur de sociologie. Aujourd'hui, on constate effectivement des évolutions démographiques importantes, mais en fait, au-delà de l'évolution de la configuration de la pyramide des âges, d'une approche un peu quantitative, il y a derrière, j'imagine, beaucoup de questions sociales ou des questions sociétales qui se posent. Et on va essayer de le voir au travers de vos exposés ce soir, du point de vue peut-être de la question des personnes âgées, peut-être avec un regard un peu différent. Et puis après, Élise Lemercier prendra le regard de l'autre côté, ou en tout cas reprenant le bas de la pyramide avec la question des jeunes. Donc Daniel Reger, si vous voulez bien nous exposer votre point de vue. Merci. Merci au Conseil général de solliciter les universités du département. Je vais poser 3 questions. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres en démographie, parce que ça lasse toujours tout le monde, bien que tous les congrès dans le domaine gérontologique commencent toujours par le défilé des mêmes chiffres. Simplement, je voudrais interroger, parce que ces chiffres sont parfois utilisés, manipulés, instrumentalisés. Non pas qu'ils soient faux, mais on a parfois l'habitude de compter les choses pas tout à fait comme il faudrait. Je pense qu'il faut partir de la définition du vieillissement, qui ne peut jamais être définie par un critère d'âge, par un critère de statut matrimonial, etc., de statut familial. Mais le vieillissement, d'un point de vue sociologique, ne peut pas être défini autrement que comme étant la dernière étape d'un cycle de vie. Et si on dit que c'est la dernière étape d'un cycle de vie, eh bien du coup, ça doit nous amener à définir l'âge de façon un tout petit peu différente. Nous avons tous 2 âges. Nous avons un âge qui est un nombre d'années qui nous sépare de l'année de naissance, et nous avons tous un 2e âge qui est le nombre d'années qui nous sépare de l'année de décès. Alors l'année de naissance, on le connaît tous individuellement, il n'y a pas de problème. L'année de décès, c'est un peu plus compliqué. Mais collectivement, on le connaît parfaitement. Ça s'appelle l'espérance de vie à un âge donné. Voilà. Et on le connaît très précisément en fonction de la CSP, en fonction du fait qu'on a un homme, une femme, en fonction du fait qu'on est fonctionnaire, qu'on est dans le privé, etc. Et si on compte comme ça, eh bien, on va s'apercevoir qu'il est complètement absurde de dénombrer l'évolution du nombre de personnes de 60 ans, de 80 ans, parce que la référence à l'âge naissance ne permet pas de saisir effectivement le nombre de personnes. Et si on considère l'âge décès, on va voir qu'on a une évolution du nombre de personnes beaucoup moins important que ce que l'on pense. Et donc, pourquoi ? Tout simplement parce que, si je prends l'exemple, j'aime bien faire, quand on travaille en termes de prospective, de réfléchir aux perspectives que nous avions il y a 20 ans, il y a 30 ans. Eh bien, quand on prend un homme de 69 ans au recensement de 1954, eh bien, il avait 10 ans d'espérance de vie. C'était un homme qui avait moins 10 ans. Eh bien, un homme qui a moins 10 ans, pour comparer ce qui est comparable, en 2003, eh bien, c'est un homme qui n'a plus 69 ans, mais c'est un homme qui a 76 ans. Donc, si on veut comparer ce qui est comparable, il ne faut pas comparer les hommes de 69 ans, ou 70 ans, ou 80, peu importe, entre 2 recensements, à 50 ans d'intervalle, mais il faut comparer les hommes qui ont moins 10 ans, et donc qui ont, dans un cas, 69 ans, dans l'autre cas, 76 ans. C'est la même chose, évidemment, pour les femmes à d'autres âges, et peut-être, si on veut mettre quand même des chiffres derrière tout ça, eh bien,
les 3 dernières années de la vie, on sait qu'elles sont un petit peu plus souvent avec des difficultés, des maladies, des handicaps, etc. Et là, comparer par exemple les femmes entre 1968, les femmes de moins 3 ans en 1968 et en 2003, eh bien, il est préférable de prendre les femmes de 92 ans qui avaient moins 3 ans en 1968 et les femmes de moins 3 ans en 2003, elles ont 96 ans. Dans le premier cas, si on compare les femmes de 92 ans dans les deux recensements, eh bien, on a un coefficient multiplicateur de 5 fois plus de personnes. C'est très clair que dans cette période-là, on n'a pas multiplié par 5 le nombre de personnes dépendantes. Et c'est la raison pour laquelle il faut mieux comparer les femmes de 92 ans de 68 avec les femmes de 96 ans de 2003, parce que là, on a une augmentation, mais qui n'est plus que de 63%. Voilà. Tout ça est important, parce que du coup, ça nous amène à conclure que le changement qu'il faut observer, ce n'est pas tellement le changement quantitatif. Des personnes très âgées, il y en a toujours eu. Il faut se rappeler on sait qu'en 1900, une femme de 70 ans avait une espérance de vie de 8,4 ans, avait toutes les chances de vivre jusqu'à 78 ans. Alors, ce n'était pas des grands vieillards comme on a aujourd'hui, qui sont peut-être moins vieillards que ce que l'on pense, mais ce n'était quand même pas des genoux. Donc, un changement qui est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Et ce changement, c'est une recomposition fabuleuse du cycle de vie. Recomposition fabuleuse du cycle de vie, tout simplement parce que ce qui a changé, en fait, ça n'est pas tellement l'émergence d'un 4e âge, c'est plutôt l'intercalage entre la période de travail et la période de grande vieillesse, l'intercalage d'un 3e âge. D'autant plus que les choses allant comme elles sont, eh bien, l'évolution, le retard de l'âge légal de départ à la retraite, maintenant 62 ans, ne modifie absolument pas l'âge auquel les gens, effectivement, en moyenne, cessent leur activité professionnelle. Je rappelle que de ce point de vue-là, la France est le dernier élève de la classe européenne, puisque en France, l'âge moyen de cessation d'activité professionnelle est toujours, et ça depuis une quinzaine d'années, est toujours de 58 ans. Et d'ailleurs, 3 semaines après le vote de la loi sur la retraite à 62 ans, il y a un an, eh bien, 3 semaines après, les usines Renault, dont l'actionnaire, pas majoritaire, mais principal est l'État, eh bien, demandait à tous ses salariés de 58 ans de partir. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est bien l'émergence, enfin du moins c'est un élément central qui a changé, c'est bien l'émergence d'un 3e âge. Et ça a des conséquences, de notre point de vue, en termes de politique publique, évidemment liées aux entreprises, etc., mais ce sur quoi les départements n'ont pas une prise directe. Par contre, en termes d'accompagnement des populations, dont la première des souffrances, dans toutes les enquêtes que nous faisons, est la fin des relations de travail. Alors, petit bémol, parce que dans les dernières enquêtes que nous avons, la première préoccupation est toujours la fin des relations de travail, mais un petit peu moins. Et c'est vrai que nous assistons en parallèle à une dégradation considérable, notamment pour les travailleurs vieillissants, de la qualité des relations dans l'entreprise. La deuxième interrogation que nous avons, c'est plus sur les questions de grand vieillissement, surtout que dans un département qui a, entre guillemets, une charge financière par rapport à l'accompagnement de la dépendance, mais je pourrais mettre des guillemets à peu près à tous les mots, charge financière qui n'est pas qu'une charge, parce que c'est un flux, hein. Tout ce que le département paye, et le département, la Sécu, etc., eh bien, ça sert à financer aussi des emplois, puis pas des gens qui peuvent placer leur argent à l'autre bout de la planète, mais des emplois en général d'aide à domicile, des petits salaires. Sur ces questions-là, nous avons là aussi à interroger ce que souhaitent les gens. Tout le monde sait bien que ce que veulent tout le monde, c'est le maintien à domicile des personnes âgées. C'est écrit à peu près dans tous les textes législatifs.
le souhait de l'immense majorité de nos concitoyens est le maintien à domicile. Alors c'est sûr que si dans nos enquêtes nous posions la question « Êtes-vous pour le maintien à domicile, riche et en bonne santé, ou pauvre, malade et en institution ?» on connaît le résultat. C'est pour ça qu'il faut être plus futé dans les enquêtes. Et donc nous posons les questions en termes de parcours. Et quand on pose les questions en termes de parcours, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des gens qui ont des stratégies. Les femmes sont plus stratèges que les hommes, et ce n'est pas du tout un hasard. Nous apercevons que les gens ont des stratégies et imaginent pouvoir vivre, pas forcément une majorité, mais c'est à peu près la moitié, imaginent pouvoir déménager du domicile qu'ils habitent, en fait, pas depuis toujours, qu'ils habitent parfois depuis le début de leur retraite, parfois en cours de carrière quand ils sont devenus propriétaires. Donc tout ça est à relativiser. Or, nous constatons que dans la définition des politiques publiques, le rapport Larocque 1962 ne parlait pas de maintien à domicile. Le rapport Larocque 1962 définissait l'objectif de politique publique comme un objectif de maintien dans le milieu de vie habituel. Ce n'est que pendant le programme finalisé du 6e plan qu'on essaye de traduire tout ça au niveau administratif en parlant de maintien à domicile. Là, pas de chance, on n'y arrive pas. On s'aperçoit qu'il y a toujours autant de gens à l'époque qui vont finir leur jour dans ce qui étaient les hospices avec des dortoirs de 20, 30, 40, 50 personnes. Il faut se rappeler, pas très loin d'ici, à Dieppe, à Marteau, à Elbeuf, le Cali-le-Régis, du Récu-Lavoisier, enfin voilà, tous les Grugny qui a été le dernier. Et donc, les gens continuent, on n'y arrivait pas à faire du maintien à domicile, on va dire, jusqu'au bout. Alors le 7e plan adapte l'objectif, alors là on était sûr d'y arriver. Transforme l'objectif en maintien à domicile le plus longtemps possible. Là on était sûr d'y arriver parce que tout dépend de la limite que l'on donne. Et tout le monde fait du maintien à domicile le plus longtemps possible. Voilà, c'est une question de limite. Mais nous avons une grande ambiguïté dans cette définition-là, d'un point de vue purement sémantique. Le maintien à domicile le plus longtemps possible est exactement synonyme de placement le plus tard possible. C'est-à-dire qu'en fait, nos politiques publiques, au lieu de donner des moyens en fonction d'un parcours de vie que les gens souhaitent avoir, dans un premier temps, nos politiques publiques sont normatives sur le critère de l'espace, domicile, et dans un deuxième temps, sont normatives sur le critère du parcours de vie, en dictant un bon parcours de vie. Troisième question, et je vais faire très bref, c'est sur les questions intergénération. Il est quand même assez bizarre de voir que les préoccupations pour les relations intergénération viennent toujours des groupes qui s'occupent des personnes âgées. Rarement, beaucoup plus rarement, des groupes qui s'occupent des associations liées à l'enfance, à la jeunesse. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Est-ce que du coup, on peut se poser la question, est-ce que vraiment les gens âgés aspirent à des relations intergénération ? Après, on pourra se poser la question, pourquoi, comment ? On essaiera d'avoir la réponse lors de l'atelier. Surtout qu'il y avait encore une autre interrogation à poser. Merci Daniel Reger. Je vais demander à Élise Lemercier maintenant de vouloir prendre le point de vue, en tout cas avec l'approche de la jeunesse aussi. Merci bien. Alors on va essayer de se compléter, puisqu'il nous arrive maintenant de travailler ensemble sur les questions de génération. Alors on m'a demandé d'être un petit peu, provocatrice pour vous donner envie de venir dans notre atelier. Tu m'excuseras Philippe, hein, on est obligé... Voilà. Donc, je vais commencer par être un petit peu provocatrice avec les organisateurs. Je m'excuse. Poser la question en termes de génération, quand on travaille sur la jeunesse, c'est bien la preuve qu'on n'est pas jeune. Parce que les jeunes ne se pensent pas en tant que génération. Voilà. Hein, globalement, les travaux que j'ai faits sur les jeunes, si on leur dit qu'est-ce que vous pensez de votre génération, ils ne se sentent pas appartenir à une génération. Qu'est-ce que c'est qu'une génération ? Au-delà d'une cohorte, hein, ce que techniquement les sociologues on appelle une cohorte, c'est-à-dire des gens qui sont nés à telle date. Donc par exemple, il y a la génération 98 qu'on étudie beaucoup, voilà, parce qu'on a des statistiques récurrentes sur ceux qui sont sortis du système scolaire en 1998. Mais une génération, c'est autre chose que des gens nés à telle date. Il faut avoir
un événement historique, un événement social, culturel qui marque une génération. Donc on peut parler d'une génération qui a vécu la guerre, on parle des baby-boomers parce que c'est une génération qui a connu les 30 glorieuses, donc eux, ils pouvaient penser en avenir, en termes d'avenir radieux. Et quand on interroge les jeunes, savoir est-ce qu'ils se sentent appartenir à une génération, eh ben, plutôt en creux, en fait. Ils ne se sentent pas appartenir à une génération, sauf parfois, ils vont dire on est la génération CPE, par exemple dans nos étudiants, enfin ceux qui commencent plutôt à être en fin de cursus, disent on est la génération CPE, on a réussi à empêcher le CPE, mais ça ne fait pas une génération pour l'ensemble de la jeunesse, juste un groupe de jeunes. Donc, plutôt que d'interroger la question d'une rupture entre les générations, il me semble que c'est plutôt intéressant d'aller voir, parce que c'est ça qui se pose du point de vue de la jeunesse sur cette question de d'une supposée crise entre les générations, c'est est-ce qu'être jeune, c'est un risque de déclassement? Alors, dans notre jargon, déclassement, ça veut dire de mobilité sociale descendante ou pas de mobilité sociale. Donc, vous connaissez tous l'expression, l'ascenseur est tombé en panne, hein, l'ascenseur social est tombé en panne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, à la fois avec nos enquêtes Cali et puis les statistiques qu'on a à notre disposition déjà la jeunesse, d'une manière générale, juste, je ne vais pas faire des longues définitions puisque j'ai peu de temps, mais la jeunesse, pour reprendre une définition que j'aime bien, de Gérard Mauger, qui est un sociologue de la jeunesse, il dit « la jeunesse, c'est le temps de s'y faire ». Voilà. C'est une définition toute simple. Alors, vous en avez sûrement donné des tonnes entre l'enfance et l'âge adulte. Moi, je préfère, c'est le temps de s'y faire, parce qu'en fait, c'est le moment où on va expérimenter, entre l'enfance et la vie d'adulte, il faut mettre en adéquation les dispositions qu'on a acquises et nos aspirations. Donc, si je veux accéder à telle position, je veux devenir médecin, eh bien, il faut que je fasse des études de médecine et que voilà. Et c'est entre mes dispositions, par exemple les diplômes et la position professionnelle. C'est la même chose pour l'amour. Hein. Quand on a 12 ans, on peut rêver de tomber amoureuse de Justin Bieber. Et puis très rapidement, quand on vieillit, on se rend compte que la probabilité qu'on rencontre Justin Bieber, elle est quand même assez faible. Donc on va se contenter du garçon qui est à côté de nous au collège, au lycée. Donc c'est ça. Dans tous les domaines, c'est un peu la même chose. C'est mettre en adéquation nos aspirations avec ce qui nous est possiblement accessible. Alors là, on voit bien qu'il y a des inégalités sociales, parce qu'on n'a pas tous les mêmes dispositions, on n'a pas tous les mêmes égalités des chances. Hein. On peut avoir des grandes aspirations, mais en même temps, à qui a l'opportunité de faire tel type d'études, et même une fois, parce que la question des études, c'est pas que ça, on voit bien qu'entre des étudiants de différents milieux sociaux, ils vont pas tous avoir les mêmes opportunités de trouver tel stage, d'obtenir tel emploi qui correspond à leurs aspirations après leurs études. Donc là, on voit que il n'y a pas vraiment une jeunesse. Hein. Bon, là, je ne suis pas la première à le découvrir. Par exemple, Pierre Bourdieu, il utilisait une formule qui est « la jeunesse n'existe pas ». En fait, il y a des jeunesses plus qu'une jeunesse, parce que tous les jeunes n'ont pas les mêmes dispositions, n'ont pas les mêmes opportunités pour s'y faire et pour accéder à leurs aspirations. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sorte d'expérience commune de la jeunesse sans faire d'eux se ressentir une génération, on pense que les jeunes, enfin les sociologues aujourd'hui qui travaillent sur les questions de jeunesse se disent que ça forme une génération en creux, parce qu'en fait, ils ne croient pas en un avenir radieux. C'est-à-dire que tous les baby-boomers qui sont dans la pièce, eux, ils ont toujours l'impression que ça va être mieux après. Enfin, ils ont été éduqués, socialisés dans un contexte où ils diraient ça va être mieux après. Bon, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, on sait bien que ça ne sera pas mieux après et que donc il faut s'y faire tout de suite maintenant, puisque l'avenir radieux n'adviendra probablement pas. Donc si on regarde concrètement ce qui se passe d'un point de vue des parcours des jeunes, d'un point de vue statistique, je ne vais pas vous donner des tonnes de stats, mais il y a quand même 3 choses qui me semblent importantes à retenir. C'est que quand on entre sur le marché du travail, quand on est jeune et qu'on entre sur le marché du travail en période de crise, ça se ressent jusqu'à la fin de la carrière. C'est-à-dire là, on commence à avoir un peu de recul puisque la crise n'est pas arrivée l'année dernière. Donc, on a un emploi précaire, on est plus longtemps en CDD ou plus longtemps en intérim. L'augmentation des revenus est beaucoup plus faible que pour les baby-boomers. On aura probablement du mal à capitaliser entièrement nos droits à la retraite.
Donc pour les jeunes, entrer dans la carrière professionnelle en période de crise a des conséquences sur le long terme. La deuxième chose aussi, c'est que les risques de déclassement sont plus forts aujourd'hui que pour la génération qui a 50-54 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a plus de risques aujourd'hui quand on a 25-30 ans d'être déclassé, c'est-à-dire d'avoir une position sociale moins bonne que celle de ses parents ou moins bonne que celle de son diplôme, que son diplôme pouvait nous permettre d'espérer. Donc le risque de déclassement, statistiquement, on voit, il est beaucoup plus fort chez la jeunesse aujourd'hui. Et troisièmement, il y a la question de l'accès aux politiques aussi. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on peut se dire que ça a toujours été le cas. Les jeunes n'ont jamais tellement accédé aux politiques. En réalité, c'est l'inverse. Un petit chiffre, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'accès aux politiques des jeunes, puisque la participation était un enjeu important pour le département. En 1981, les députés de moins de 45 ans représentaient 38% de l'Assemblée nationale. En 2002, ils étaient moins de 15%. Voilà, 81, 2002. C'est énorme. Hein. Ah, peut-être aussi. C'est ça la ouais. C'est que 81, on a un rajeunissement, on baisse de 12 ans l'âge moyen des députés. Voilà. Il faut prendre le chiffre de 79. Après, ce serait encore pire. Même qui sont en 80 et en 2002. Voilà, peut-être, on peut l'imaginer. Donc, si on regarde les statistiques, on observe deux choses. D'une part, les inégalités entre les classes d'âge, c'est-à-dire ce que dans le langage courant on appelle entre générations, elles sont fortes, mais elles ne doivent pas masquer les inégalités à l'intérieur d'une classe d'âge, c'est-à-dire parmi les jeunes, il y a de très très fortes inégalités sociales, et les opportunités qu'ont les jeunes dépendent très fortement de leur milieu social. Bon, ça a été longtemps étudié par les sociologues, on connaît assez bien. Et maintenant, on découvre aussi que les opportunités des jeunes dépendent beaucoup aussi de leur appartenance de genre, et de leur appartenance ethnique. Donc, je vous inviterai à réfléchir sur ces questions-là dans l'atelier. Et il me semble que ça a des enjeux qui sont assez importants. Première chose, en termes de transmission d'expérience du pouvoir, parce que s'il y a peu de jeunes dans la vie politique, qu'est-ce que ça va donner au moment où les baby-boomers vont vraiment partir alors là, on ne parle pas que de retraite dans le champ du politique, hein, mais quand ils vont être obligés de laisser la main. Donc, quelle transmission dans l'expérience du pouvoir et quels enjeux en termes de politique sociale, puisque le département est l'acteur principal, le chef de file aujourd'hui des politiques sociales. Quelle place on donne aujourd'hui aux critères d'âge dans les politiques sociales? Voilà. Est-ce qu'il y a des politiques en faveur des jeunes, explicitement en faveur des jeunes, et où en est-on de ces débats-là? On va donner la parole à Philippe Vidal, pareil avec le même chronomètre et en étant aussi attractif que nos collègues parce qu'on n'est que tous les deux, nous, pour attirer du monde dans notre atelier. Donc on a 2 fois plus de temps, j'imagine. Alors moi aussi je vais être provocateur parce que les géographes se doivent de provoquer aussi un petit peu. Et quand j'ai découvert l'intitulé de l'atelier numéro 2, donc les technologies de l'information et de la communication, levier ou frein pour accéder aux services collectifs de demain, je me suis posé une question, je dis tiens, c'est étonnant, pourquoi frein? Alors je fais le naïf, je vois bien pourquoi frein, je comprends. Mais quand même, dans quelle mesure on s'est interrogé sur le véhicule, l'automobile, frein pour accéder aux services collectifs de demain? Alors que finalement, la voiture a quand même, notamment dans les années 60, avec la généralisation de l'automobile, changé notre façon de vivre sur le territoire. Mais on ne s'est pas interrogé, on ne s'est pas dit, maintenant qu'on a la voiture, bon, ben, finalement, on peut supprimer une poste ici parce que le gars, il prendra sa voiture et il ira à la poste, à 10 ou 15 km plus loin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la question, elle peut aussi être posée de façon un petit peu plus positive et en s'interrogeant plutôt sur la façon dont les cénomarins demain, c'est-à-dire dans 10 ans ou 9 ans exactement, puisque 2020, c'est dans 9 ans, vont pouvoir s'appuyer sur les TIC pour disposer finalement de meilleurs services collectifs, ou en tout cas pour faire en sorte que cette évolution des territoires, parce qu'on n'ira pas contre les TIC demain, cette évolution, cette intrusion des TIC chaque jour davantage dans le quotidien de chacun va pouvoir se mettre au bénéfice des services collectifs de demain, plutôt que de les considérer comme un frein. Alors pourquoi on les considère comme un frein? Tout simplement parce que quand on agite le chiffon TIC, ben, on se dit, tiens,
bon, on parle de fuite des services publics, de retrait des services publics, retrait des services collectifs, et naturellement, presque mécaniquement, on se dit, tiens, c'est pas grave, on va faire de l'e-administration, on va faire des trucs à distance. Et ceux qui auront la chance, entre guillemets, de vivre dans des zones extrêmement denses, où en plus il y aura du numérique partout, eux, ils auront accès aux services collectifs physiques. Et pour les autres, notamment les ruraux, les périurbains, enfin, tous ceux qui ne sont pas des habitants de la ville, eux, ils auront accès au numérique. Voilà, tout simplement pour la santé, pour les services collectifs publics, pour les services de proximité, enfin pour toute une série. Ils n'auront plus au cinéma, après tout, ils regarderont Internet, etc., etc. Donc Internet fait effectivement un côté pile et plutôt un côté face. Le côté face, c'est quand même toutes les solutions inédites qui sont aujourd'hui à notre disposition et qui le seront encore plus demain, puisque c'est un exercice de prospective, il faut qu'on arrive à se projeter à 10 ans. Et il a un côté face qui est effectivement ce côté un petit peu réponse pratique, réponse facile à la fuite des services collectifs. Donc moi je propose d'ores et déjà qu'on ne soit pas trop schizophrénique avec les TIC et qu'on considère que demain, de toute façon, même si on ne croit pas un lendemain peut-être plus satisfaisant qu'aujourd'hui, que demain, on se dise que les TIC vont rendre des services plutôt qu'elles vont contribuer à raréfier le service collectif. Donc, une fois qu'on a posé ce constat, qu'on a dit qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir tirer le meilleur bénéfice de ces TIC, la question, c'est comment on essaie de trouver des solutions et comment on essaie de se projeter à 10 ans. L'avantage avec l'innovation TIC, c'est qu'elle existe déjà. C'est-à-dire, ce qui existe aujourd'hui existera encore dans 10 ans, notamment parce qu'il y a toute une série d'expérimentations. Enfin, le petit monde de l'Internet, c'est une forêt avec toute une série d'essences et toute une série d'expérimentations. Certaines vont disparaître et d'autres vont perdurer. Et donc, on peut aller piocher dans ces expérimentations, dans ces petits cas-là, à droite, à gauche, y compris en France, pour penser que demain, effectivement, là, il y a un signal faible qui va demain devenir une tendance lourde, qui va pouvoir être mobilisé. Mais pas n'importe comment. Moi, ce que je propose, c'est, et je dois rendre hommage au Master 2 Géographie et Aménagement dans lequel j'enseigne, parce qu'on a réfléchi ensemble, on a essayé de fabriquer ensemble la fabrique du possible, des possibles d'aujourd'hui. Donc, ce que je propose, finalement, c'est d'avoir un regard de géographe et d'aménageur aussi, par la même occasion, sur cette question. Et quand on s'interroge sur la Seine-Maritime, finalement, on se dit, mais c'est quoi la Seine-Maritime ? La Seine-Maritime, c'est assez proche de ce qu'est la France, en définitive. C'est de la grande ville ou de l'urbain, c'est du rural et c'est du périurbain. Les trois configurations, ce sont trois configurations qu'on retrouve à peu près partout. Dans certains territoires, c'est plus prononcé, plutôt plus de l'urbain. Bon. Et donc, par rapport à cette configuration territoriale de la Seine-Maritime, je pense qu'il faut effectivement essayer d'avoir un regard qui soit aussi du sur-mesure territorial ou du prêt-à-porter territorial, mais assez bien calibré. Alors, je vais aller très vite, puisque j'en suis à 3 minutes, 5 minutes 46, il me reste 2 minutes, si j'ai bien compris. Donc, si on s'interroge sur le rural, c'est quoi la Seine-Maritime ? Le rural, c'est du rural agricole qui fonctionne, qui est quand même assez... je parle sous le contrôle de tout le monde, parce que moi je ne suis pas d'ici. C'est du rural agricole. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ? Ça va se maintenir et puis on va aller vers de plus en plus de production bio, en gros. Non, mais il y a quand même du rural, notamment à l'intérieur des terres. Bon. Donc, pour cela, il va falloir avoir des réponses TIC particulières. Il va falloir notamment fibrer le territoire en FTTH parce que les agriculteurs vont devenir des agrinautes, des internautes, des agrinautes, et ils vont de plus en plus développer des filières courtes de distribution, etc. Ils vont avoir besoin de ces outils pour pouvoir vendre leur production. Bon. Pour le rural, la deuxième type de configuration de Seine-Maritime au niveau du rural, c'est peut-être du rural littoral touristique. Et pour cela, il va y avoir une autre demande, finalement. Il va falloir peut-être préparer des espaces de coworking pour ceux qui vont vouloir venir
travailler, ou plutôt travailler et se reposer, se détendre, etc. dans ces espaces-là, à Etretat, par exemple, avec tous les Parisiens qui viennent déjà aujourd'hui, qui viendront encore plus demain si effectivement le Grand Paris se réalise. Et en même temps, il va falloir mettre le paquet, pour reprendre une expression d'actualité, sur le e-tourisme. Parce que forcément, le e-tourisme, c'est quelque chose qu'il va falloir développer pour ces espaces ruraux, touristiques. Après, la ville. La ville, c'est pareil, il y a deux types de configurations. Il y a la grande ville, en Rouen-Le Havre. Et là, il va falloir promouvoir, parce qu'on y va y aller tout droit, la grande ville intelligente et accessible. Donc là, la problématique FTTH, elle ne se pose pas vraiment, parce que les zones denses, elles vont être équipées, elles le sont plus ou moins déjà, elles vont être encore mieux équipées demain. Donc la question infrastructurelle n'est pas une question qu'il faut aborder d'un point de vue stratégique. Ce qu'il faut aborder du point de vue stratégique pour la grande ville, c'est davantage dans quelle mesure on permet par exemple aux publics handicapés de tirer un bénéfice des TIC, tout simplement pour faire une autre expérience de la ville, et pas que virtuelle, y compris en se déplaçant, y compris en habitant cette ville-là. Bon, je donne un exemple. Il y a aussi les villes intermédiaires pour l'urbaine de la Seine-Maritime. Et ces villes intermédiaires, c'est des espaces de vie. Donc là, il faudra probablement, avec des espaces de vie qui vont être vieillissants, penser télémédecine, mais télémédecine préventive, de façon à essayer de maintenir ce que disait Daniel Reger le plus longtemps possible, parce que c'est ce qu'elles souhaitent, ces personnes-là, on l'a vu dans le diagnostic, les personnes âgées à domicile, mais dans un système médical qui tienne la route. Donc il ne s'agit pas de supprimer la présence d'hôpitaux, etc. Il s'agit simplement d'assister les hôpitaux par le numérique. Dernière configuration, le périurbain. Et j'aurais dépassé que de 2 minutes ou 3. Le périurbain, on a deux types de périurbains qui vont apparaître dans 10 ans, qui sont déjà en train de poindre. On a la commune périurbaine qui s'assume déjà et qui s'émancipe de la ville-centre. Ce sont des communes périurbaines qui sont très anciennes dans le mouvement de périurbanisation qui date en gros des années 70 avec l'apparition de la voiture, etc. Et qui ont commencé à créer une identité, un bien-vivre, etc. Ces communes-là vont avoir besoin de renforcer la FTTH, etc. Parce qu'il y aura nécessité d'accéder dans ce périurbain-là, autant qu'ailleurs, autant que dans la ville, à des outils de télécommunication de très haut niveau. FTTH, ça veut dire la fibre jusqu'à la maison, je précise, Fiber to the Home. Et pour le périurbain, qui va rester sous une grande dépendance de la ville-centre, et il y en aura encore, ce sont souvent des espaces un petit peu délaissés, ou plutôt, pas délaissés, mais en déprise politique, je dirais, qui ne maîtrisent pas leur urbanisation. Leur urbanisation, finalement, elle dépend beaucoup du plus, mais aussi des gens qui vendent leur terrain, bon bref. Et donc, l'enjeu, c'est de remaîtriser l'urbanisation. Et comment remaîtriser l'urbanisation, ou plutôt, quel peut être l'intérêt des TIC pour remaîtriser cette urbanisation? À mon avis, il peut y avoir un intérêt en essayant de redensifier le périurbain qui part en sucette, on va le dire, qui s'étale par des petits collectifs hyper équipés en technologie de l'information, en FTTH, etc. Peut-être où il va y avoir la présence d'appartements médicalisés. Et on va pouvoir redensifier ce périurbain tout simplement parce que ces technologies de l'information et de la communication vont être un atout décisif, un atout supplémentaire à l'évitement de cet étalement urbain, parce que précisément, aujourd'hui, le périurbain recherche la maison individuelle. Demain, peut-être qu'il ne recherchera pas forcément la maison individuelle, mais plutôt des équipements aussi, des habitations qui seront aussi assez maisons intelligentes, domotiques, etc. Donc je donne quelques bribes des conversations qu'on pourra avoir tout à l'heure si le numérique intéresse quelqu'un dans cette salle. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions, en tout cas au travers des propos qui ont été tenus. Je pense qu'on a de quoi alimenter des discussions intéressantes. On n'est pas obligé de trouver le consensus. On a le droit au dissensus, on a le droit de ne pas être d'accord, d'avoir des points de vue différenciés. En tout cas, vous avez interpellé aussi les politiques publiques de plusieurs points de vue, donc on va pouvoir en débattre en atelier. Donc, l'atelier numéro 1, donc autour de la question
générations, hein, avec Daniel Reguer et puis Élise Lemercier, donc numéro 1, et l'atelier numéro 2, donc sur la question des TIC avec Philippe Vidal. Donc je vous invite à vous déplacer sur les ateliers. On se retrouvera d'ici une petite heure à nouveau dans cette salle pour une dernière demi-heure d'échange. Merci bien. Ça marche? Oui, parfait. Bien, j'ai peur qu'il y en ait quelques-uns qui se soient échappés quand même. Sur le problème, voilà, quand il y a des transhumances de salle à salle, on perd quelques brebis. Alors, peut-être très, très rapidement, pour quand même essayer de tenir les horaires, sur l'atelier numéro 1, sur les nouvelles relations entre générations. Alors, plein de propos évidemment fort intéressants ont été tenus et qui nécessiteront sûrement d'ailleurs de creuser peut-être un peu la réflexion et de se réinterroger sur un certain nombre de choses. À la fois a été posée la question de la question du critère d'âge dans les politiques sociales. Hein. Voilà, quelle place on lui donne, et avec derrière effectivement le constat que la loi, l'administration a un peu classifié les âges, avec l'âge de la formation, l'âge de la production, l'âge de la retraite, hein, trois classes, et avec d'ailleurs des choses qui évoluent, c'est-à-dire qu'avant, on parlait d'obligations scolaires, maintenant on parle plutôt de droit à l'éducation. Avant, on parlait de retraite, de droit au repos, et maintenant on parle plutôt de devoir de sortie du système productif. Il faut que vous sortiez du système productif, il faut que vous partiez à la retraite. Donc on voit que les évolutions à la fois, ça bouge, et puis en plus on a cette question un petit peu de standardisation du cycle de vie, et allant même jusqu'à poser la question de dire que est-ce qu'en fait on n'institue pas des générations mais qui au final n'existent pas? Alors, grande question, et ça a croisé en fait dans l'atelier la question de quelle approche on a dans les politiques publiques. Est-ce qu'il faut avoir une approche par problématique, santé, logement, inégalité, formation, etc. Où il faut avoir une approche aussi par classe d'âge. Et c'est compliqué parce qu'on voit qu'on a un pied parfois dans une approche et l'autre pied dans l'autre approche. À la fois, des témoignages ont été faits dans l'atelier sur des expériences intéressantes, hein, en termes de relations entre groupes d'âge. On citait une association qui travaille sur le champ de l'insertion avec des jeunes et des seniors sur la question justement des TIC, avec du transfert de compétences absolument intéressant. Des relations qui avaient lieu entre des enfants d'une crèche et puis une résidence de personnes âgées, des exemples aussi entre l'accueil par des personnes âgées d'étudiants étrangers, et puis en même temps effectivement aussi dire attention, on peut avoir des risques de ségrégation, de conflits, de tensions sociales si on enferme les gens uniquement par classe d'âge. Au final, pas au final, mais en tout cas, ce que je voudrais moi faire ressortir, c'est que en ce qui concerne les personnes âgées, l'enjeu essentiel a tourné autour de la question de la relation, de faire société. Il semblerait que ce soit l'axe de développement que le département de Seine-Maritime a déjà choisi, puisque c'était d'ailleurs même
son premier axe de son schéma gérontologique, et avec comme axe 2 d'ailleurs les TIC. Mais ce qui nous a été dit, c'est que justement sur ces 2 premiers axes, sur les 6 qui constituaient l'architecture de cette démarche, de cette politique publique, ces 2 premiers axes sur la relation et les TIC étaient les axes aussi peut-être les plus difficiles à mettre en œuvre. Voilà, c'est complexe. Et on l'a vu, et tout l'atelier a montré cette complexité, parce que les choses bougent, parce qu'on n'a pas forcément non plus les mêmes points de vue, et que les points de vue sont différenciés, et qu'il y a des diversités, et que ces diversités, elles doivent être prises en compte. Donc, on a à la fois confirmation que le choix de travailler autour de la question de la relation, de travailler autour de la question de l'autonomie, hors la question des âges, est quelque chose qui est important, y compris autonomie, accompagnement vis-à-vis des jeunes. Donc, on peut, ou le département a intérêt à continuer à travailler sur ces axes-là. Mais néanmoins, pour pouvoir faire face justement aux difficultés rencontrées par rapport aux politiques déjà mises en place, aux difficultés de mise en œuvre, peut-être à s'interroger aussi sur ces processus même d'élaboration de politique publique, pour avoir une réflexion un peu permanente, à la fois une réflexion éclairée par des universitaires, mais aussi qui renforce encore plus la prise en compte des acteurs sociaux, des acteurs locaux, des acteurs qui sont sur le territoire, pour pouvoir en fait, et c'était dit par un des intervenants, être le plus possible dans des politiques qui soient des politiques sur mesure. On ne peut plus être sur des choses effectivement complètement standardisées et qui sont valables pendant X années. Les choses bougent. On a besoin de remise en cause aussi un peu permanente. Alors c'est pas facile parce que le confort en fait de la mise en œuvre des politiques publiques, c'est quand on peut classifier, quand on peut être dans des catégories, quand on peut se poser pour plusieurs années, c'est quand même beaucoup plus agréable. Sauf qu'aujourd'hui le constat, c'est que la société, ça l'était déjà hier, mais voilà, elle bouge tout le temps. Donc comment on peut à la fois stabiliser les politiques publiques, mais tout en étant souple et tout en pouvant faire du sur-mesure pour répondre à l'ensemble de ces différences et de ces diversités. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je pense que ça ouvre un certain nombre de chantiers de réflexion. Et puis Bruno Berteuil pourra peut-être réagir aussi, puisqu'il a assisté à l'atelier, et se dire en tant qu'élu et responsable de politique publique, comment aussi il a réagi par rapport à ces interrogations. Tout de suite, vous passez la parole par rapport à Jacques, par rapport au TIC. On a évoqué plusieurs fois aussi, évidemment, dans cet atelier, la question des TIC, le lien avec les usages, à la fois avec des aspects évidemment positifs sur les relations justement que ça pouvait permettre, mais en même temps aussi ça peut être facteur d'isolement. Et on prenait l'exemple un peu juste à la fin de l'atelier, de la téléalarme, où on était en relation avec une centrale un peu anonyme, mais la téléalarme peut-être avec quelques voisins de proximité, ça serait pas mal. Voilà. Merci pour la transition. Je parle sous le contrôle à la fois des participants et puis de Philippe Vidal qui est à mes côtés. J'ai tenté une synthèse là entre la salle d'à côté et puis le couloir et jusqu'à venir ici. Donc, vous pardonnerez l'approximation. La première des choses, c'est qu'en fait, on n'a pas parlé de service collectif. Enfin, vous êtes d'accord, on a peu parlé de service collectif. On a parlé de choses beaucoup plus transversales avec des enjeux pas moins compliqués. La première chose, je dirais, dans les enjeux, j'ai retenu moi 3 enjeux principaux qui ensuite poseront une question sur le positionnement et les orientations possibles. Le premier enjeu qui me semble important, qui a été soulevé par plusieurs personnes, c'est l'enjeu culturel et éducationnel. Parce que finalement, en gros, si je schématise, les technologies d'information et de communication, oui, c'est des infras, mais c'est la question des usages qui est posée, donc la question des usagers. Et en gros, il y a 2 sujets, 2 enjeux. Le premier, c'est la question de la compétence, de l'évolution ou de l'accompagnement en compétences à l'utilisation des technologies d'information et de communication. Et en fait, on a soulevé une autre question qui est l'accompagnement finalement à la citoyenneté. On a parlé de disparition, du soutien, ce qui pouvait exister dans les années 60-70 en matière d'éducation populaire, après, enfin dans les années 50 puis 60-70. Finalement, est-ce que la question du web ne réinterroge pas l'action publique et ne devrait pas susciter une réflexion de fond sur un renforcement de l'accompagnement
sur ce qui circule sur Internet, sur comment on utilise, etc. Donc compétences techniques et compétences en termes de fond et de sujets de fond. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'équité sociale. C'est un peu ce que tu disais par rapport à la fracture qui peut être augmentée. Alors, soit elle est culturelle, soit elle est territoriale, soit elle est économique et financière, parce que malgré tout, ça a quand même un coût. Et donc, voilà, c'était un deuxième enjeu qui me semblait important de relever. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est celui d'être capable de répondre à la fois à quelque chose qui va très très vite du point de vue de la diffusion des technologies, du point de vue de l'organisation des projets dans un territoire, et puis en même temps la question de la difficulté d'appréhender quelque chose qui n'est pas appréhendable. C'est-à-dire qu'on a l'habitude en France de planifier, d'organiser, d'encadrer, et finalement face au développement des réseaux sociaux, de l'organisation informelle des choses qui bougent vite, qui s'organisent, finalement, quel est le rôle et la place de l'action publique face à cette évolution? Ça veut dire que, finalement, bon, c'est peut-être pas que ces enjeux, il y a peut-être d'autres enjeux que je passe sous silence, je vous m'en excuserai. Mais en tout cas, il y a des enjeux, ces enjeux-là montrent bien quand même que finalement, les technologies d'information et de communication sont un vrai sujet pour l'action publique, que c'est difficile à traiter, et c'est difficile à traiter en fait parce que, en tout cas, on le traite, on le traite en partie, mais en tout cas, on est obligé en fait de combiner une approche usagée et une approche de l'offre, et donc de faire un certain nombre de choix financiers, mais aussi un certain nombre de choix d'accompagnement sur le développement de ces nouveaux usages. Et finalement, une des orientations, c'est de réussir à combiner l'action publique pour traiter ces deux aspects-là, usagers et offre. Voilà, très rapidement, en quelques minutes, je n'ai pas tout dit, mais il me semblait que c'était au moins quelques-uns des points un peu saillants de ce qui était ressorti de notre discussion. En tout cas, on a eu une discussion très très riche et j'ai du mal à terminer à l'heure. Je ne sais pas si Philippe Vidal, c'est bon ? Est-ce que dans la salle, certains souhaitent réagir, évoquer les choses, des croisements, redire aussi ce qui vous a éventuellement semblé important dans les ateliers, toujours peut-être dans cette perspective, évidemment, du projet de territoire, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait que, grâce un peu à ces réflexions, demain, on va peut-être voir les choses un peu différemment, ou confirmer effectivement certaines voix, ou en tout cas pour être plus pertinent. Alors attendez, parce que, alors oui, surtout j'ai une demande technique. Voilà, on va vous passer le micro, mais il faut juste que la caméra puisse se tourner, parce que c'est filmé, et comme le son, voilà, parce que sinon on a des images, on n'a pas le son. Donc c'est bon, monsieur le, voilà. Donc voilà, vous pouvez parler maintenant. Merci. C'était juste repartir sur ce que vous venez sur la conclusion que vous venez de faire, et donc par rapport à nos politiques publiques, effectivement, l'intérêt de pouvoir travailler avec les universitaires, avec les acteurs de terrain, et donc pouvoir s'ouvrir et pouvoir ouvrir la réflexion. D'accord. Merci. D'autres réactions, ou même réinterpellation à nouveau de nos intervenants. Alors, monsieur, au milieu, voilà, le micro arrive, tenez, par votre gauche. Oui, choix financier entre offre et usage, je l'ai dit tout à l'heure, donc je le répète, pour moi, il n'y aura pas d'usage sans offre. C'est-à-dire que tant que vous ne mettez pas le haut débit à la disposition des gens, ils n'auront pas l'usage du haut débit, ils n'auraient pas l'usage que les autres ont. Donc pour moi, il n'y a pas de choix financier à faire, il faut mettre le paquet sur l'offre. Et après, on essaye d'accompagner, de mettre un peu d'huile dans les usages, mais c'est d'abord l'offre qui est importante. Merci. D'autres souhaits d'intervention? Ce que je vous propose, c'est que, éventuellement, alors vraiment, mais en 30 secondes, éventuellement, si nos intervenants veulent donner aussi un petit peu leur réaction par rapport même aussi à l'exercice lui-même, ou à l'intérêt, ou en tout cas les pistes aussi peut-être à prolonger. Vraiment en 30 secondes chacun, et après, une minute, hein. Et je passe la parole après à Bruno Berteuil pour la conclusion. Oui, peut-être en termes de recommandations, s'il y a une seule chose, c'est de concevoir des politiques publiques qui ne soient pas normatives et qui soient
aille dans le sens, ça a été dit, de la relation, la demande de relation, mais que cette demande de relation ne soit pas réinterprétée administrativement dans des catégories d'âge ou de type de comportement, de type de parcours de vie, etc. Et c'est très complexe parce que du coup, c'est très difficile de l'évaluer dans une recherche de rationalité de politique publique. Merci bien. Élise Lemercier. Moi, je voudrais insister sur l'idée des standardisations des cycles de vie et de l'intérêt de penser en termes de parcours, même si, évidemment, les politiques sectorielles ont cloisonné les temps de la vie jusqu'à présent, mais on voit qu'il y a déjà des réflexions qui sont en cours, et insister sur le fait qu'en ce qui concerne la jeunesse, à mon sens, il n'y a pas vraiment de politique de la jeunesse. Il n'en existe pas tant que ça. C'est pas la même chose de travailler la question de l'enfance et de la protection de l'enfance que de travailler la question de la jeunesse, et ce serait intéressant de poursuivre cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une politique de jeunesse au-delà de la protection ou au-delà du loisir, parce que les politiques de jeunesse sont souvent financées sous le sens du loisir. Donc interroger ce qu'on appelle une politique de jeunesse aussi. Voilà. D'accord. Merci. M. Vidal. C'est facile comme jeu de mots, mais moi, ce sera très haut débit. Si j'ai qu'un mot, c'est inventer, expérimenter, oser, avoir une forme d'impertinence aussi intellectuelle dans la fabrique de demain. Il ne faut pas oublier que le numérique, la société de l'information, elle est juste à son adolescence, on est loin du grand âge. Elle va être là, elle est là pour encore bien longtemps. On est au début d'une nouvelle ère, c'est une réalité. Et je crois qu'il faut oser imaginer des futurs souriants. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, Bruno Berteuil, si vous voulez bien peut-être réagir aussi, et puis comme ça conclure cette première fabrique. Conclure, c'est un peu compliqué et un grand mot, parce que je crois que nous avons davantage ouvert de chantiers, de pistes de réflexion que d'éléments de proposition. Et quand je devrais rendre compte au président de ce que nous avons fait, je crois que je vais lui poser encore plus de problèmes que les questions qui se posent, mais en même temps, c'est tout à fait stimulant. Il y a 4 idées qui me viennent en tête et qui reviennent un peu ici et qui sont tout à fait stimulantes dans nos actions. La première, c'est justement, je voudrais revenir sur la question sur la question des places des politiques publiques et de leur adaptation constante, justement, au regard de la dimension informelle aussi, de l'évolution de la société, pour parler vite. C'est un sujet classique, adapter les politiques publiques au sujet de société. Mais là, dans ces questions d'âge ou dans ces questions de technologie de l'information, on est justement sur des critères qui sont en permanence mouvants, en permanence changeants. Et ce que l'on trouvait bien il y a 4 ans est obsolète déjà maintenant, et que les critères d'âge que l'on aura établis il y a quelques temps vont forcément être tout de suite obsolètes parce qu'on aura inventé des nouveaux termes et tout ça. Et donc il y a cette question de l'adaptabilité constante et qui nécessite certainement, et là je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, c'est travailler en permanence avec d'autres regards. En fait, ne pas être auto-centré. Voilà, on parle des adolescents et l'auto-centré des adolescents, mais je crois qu'il ne faut pas que les politiques publiques soient auto-centrées dans leur démarche. Je crois que c'est une des premières leçons à retenir, peut-être dans nos pratiques. La deuxième, elle est liée... c'est parti d'une réflexion sur les critères d'âge, sur comment on détermine des critères, comment on détermine les effets de seuil. Voilà, c'est à partir de quel âge on intervient, ces questions de critères. Et donc, à 26 ans, on sort de tel dispositif, à 60, on rentre dans tel autre, etc. Et donc, la vie est marquée par ces critères d'âge. Et j'ai bien aimé l'idée de parcours, puisqu'on a des parcours de vie qu'on connaît bien quand on travaille sur les politiques de logement, avec des parcours résidentiels, puisqu'on en parle. Et donc, pourquoi ne pas adapter ces questions-là aussi aux questions de critères, puisque à la fois les critères sont stigmatisants, et même l'intergénérationnel finit par être stigmatisant. C'est-à-dire que, du coup, au lieu de créer du lien entre 2 âges, et non pas 2 générations, j'ai bien compris, entre 2 âges, on va stigmatiser chacun des 2 âges dans la différence qu'il a de l'autre, et non pas dans la relation qu'on va créer l'un avec l'autre. Et là, je crois c'est vraiment repenser ces politiques que l'on appelle intergénérationnelles, et là, en sortant de la discussion, je suis assez convaincu par le côté gênant de ce terme-là. Voilà, comme un terme de ségrégation, et que certainement, si nous avons un des axes, c'est de repenser ces questions de
solidarité entre les âges plutôt que d'intergénérationnel, mais je ne sais pas exactement comment les poser encore. Et pourtant, je crois qu'il y a un chantier ici et que l'on voit aussi bien en matière des technologies des technologies d'information que dans les autres systèmes. Et donc, ça m'amène à un troisième champ de réflexion qui est celui justement des liens. Et il y a un mot qui est revenu, qui était celui d'autonomie. Alors à un moment donné, peut-être trop rapidement, on a évoqué le cinquième risque, mais sans y revenir complètement. Et la question de la dépendance et l'idée que nous dépendons évidemment en permanence dans notre vie les uns des autres. Et donc la façon dont on va accompagner à la fois dans l'autonomie et qu'on peut aussi imaginer la jeunesse comme la construction d'une autonomie et que même la vie en général comme la construction d'une autonomie. C'est-à-dire que, et là, la question de l'enfant qui apprend à marcher apprend un premier pas de l'autonomie au sens strict du terme, et que celui que l'on va aider à travers les missions locales, dont on n'a pas parlé, mais elles ne sont pas présentes ici, vont travailler aussi sur l'autonomie des plus grands, et on va continuer comme ça. Et que là, il y a un dialogue certainement sur la question de l'autonomie entre les plus âgés d'entre nous et les plus jeunes d'entre nous, parce que c'est une question, un dialogue qui va se construire. Et je parle de ça justement par rapport à ces questions du cinquième risque et par rapport certainement à un champ d'investigation que nous avons à faire qui regroupe la question des compétences qui ont été évoquées ici. C'est-à-dire comment on se construit, comment on devient autonome par rapport à l'outil et par rapport aux outils. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais partie d'une génération qui a grandi avec les ordinateurs et voilà ça, mais je ne sais pas comment les nouveaux objets vont arriver. Et ce qui m'amène au quatrième et dernier point, et là c'est plus qu'un chantier, ce sont souvent aujourd'hui des mots, il a été prononcé, c'est la théorie du care ou l'éthique du care, cette question du care qui est une question qui me passionne, qui m'interroge et qui est vraiment un des champs sur lesquels nous devons réfléchir et pas forcément le balayer rapidement en disant bon c'est faire soin, faire attention à l'autre, construire le soin, c'est vraiment de l'action. Le care, c'est pas de la théorie, c'est de l'action. C'est de l'action qui va aussi avec la question de l'équité, qui va avec la question de la dépendance, qui va avec la question de la construction de l'autonomie. C'est aussi une question de la relation sociale dans une société, la construction du care, et que j'espère qu'il sera un des enjeux des années à venir. Et c'est vrai qu'il y a un slogan que j'ai vu surgir il y a quelque temps en référence à l'élection américaine, et j'aimerais bien qu'il devienne aussi un peu notre slogan pour les années à venir, Yes We Care, et que c'est certainement, je pense, le chantier que nous devons ouvrir. Voilà, c'est tout ce que, enfin, c'était ces 4 points-là qui me revenaient à partir de là. Parfait. J'ai essayé de ne pas être trop long parce que non, mais merci beaucoup. On termine pour 9h et que Daniel Reguer a une autre réunion qui suit. Tout à fait, voilà. C'est vrai. Sa journée n'est pas finie, il entame sa 8e tranche de journée. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas inscrit, si vous souhaitez participer aux autres rencontres, aux autres fabriques, aux autres ateliers à venir, et vous serez bien évidemment toujours tenu au courant de l'évolution de la démarche. Voilà, merci bien, bonne soirée, et puis à très bientôt.